Si vous avez grandi dans une ferme du sud-ouest, il y avait peut-être, au fond d'un hangar, un tracteur MAP, celui du grand-père. On l'entendait avant de le voir. Ce claquement sec, ce bruit de mitrailleuse qui roulait sur la campagne et qu'on reconnaissait à 100 mètres. Derrière ce bruit se cachait une prouesse. Un moteur unique au monde, 2 cylindres et 4 pistons, sorti d'une usine d'armes de Saint-Denis qui battit 6 records du monde de vitesse et courut même aux 24 heures du Mans. La maison avait survécu à la Grande Guerre, aux crises de l'entre-deux-guerres, à l'occupation. Survécu à tout. Et puis, en quelques années à peine, elle disparut. Et son moteur avec elle. Comment un moteur qui battit 6 records du monde a-t-il pu s'effacer au point que plus aucun musée ne le conserve ? Chapitre 1. Une maison née de la guerre. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, dans le fracas d'une guerre. Au mois de juillet 1915, la France se vide de son sang dans les tranchées de l'Artois et de la Champagne et il lui manque de tout. Des obus, des fusils, des canons, des mitrailleuses. C'est dans ce Mantes qu'une société voit le jour, le 5 juillet 1915, au capital d'1 500 000 francs. On la baptise d'un nom qui sent la poudre et le patriotisme. La Manufacture d'Armes de Paris. La MAP. Le nom dit Paris, mais l'usine, elle, s'installe au nord de la capitale, au numéro 271 du boulevard Ornano, à Saint-Denis. Et derrière cette naissance, il y a 2 hommes qui ne sont même pas français. Alexandre Galopin et Gustave Joassart, 2 dirigeants de la Fabrique nationale de Herstal, la grande maison d'armes belge, que l'invasion allemande a chassés de leur pays et jetés sur les routes de France. Ils apportent avec eux ce qui vaut, en 1915, plus cher que l'or, le savoir-faire de l'armurerie industrielle. L'un et l'autre repartiront ensuite diriger la FN, Galopin en 1919, Joassart en 1923. Mais c'est ici, à Saint-Denis, dans une usine née d'une guerre, qu'ils auront posé leur première pierre française. La MAP fabrique donc des armes, des canons, des mitrailleuses, par milliers. Mais elle fait aussi autre chose, quelque chose de moins visible et de plus révélateur. Elle construit des machines à fraiser, des machines-outils, destinées à équiper d'autres usines françaises. Car depuis la fin du XIXe siècle, l'atelier français tourne trop souvent sur des machines allemandes, et la guerre a coupé le robinet. Il faut remplacer l'outil de l'ennemi. La MAP s'y emploie, jusqu'à ce qu'à partir de novembre 1917, les machines américaines débarquent en masse et mettent fin à cette parenthèse. Retenez ce détail, car il dit déjà tout de la maison. La MAP est une entreprise qui sait usiner le métal avec une précision rare, mais qui a du mal à tenir dans la durée sur un marché de masse. Elle est brillante et fragile. Elle le sera jusqu'au bout. La guerre finie, il faut se reconvertir. En 1921, la FN prend le contrôle majoritaire de la MAP, et la société cherche sa voie dans la paix. Elle se lance dans la machine à écrire, une activité de survie portée par une publicité qui joue la corde patriotique, achetée français, mais qui peine à rivaliser avec les géants américains. Dans les années 20, elle assemble aussi des motocyclettes. En 1936, elle rachète un voisin, les ateliers de mécanique et de chaudronnerie de Saint-Denis, ancien chantier aéromaritime de la Seine, spécialiste des trains d'atterrissage d'avions. La MAP touche à tout, les armes, l'écriture, la moto, l'aéronautique. Elle a des mains d'or et pas de ligne directrice. Elle est capable de tout fabriquer et n'a jamais réussi à s'imposer nulle part. Autour d'elle, il y a Saint-Denis, la ville rouge. Le cœur ouvrier et communiste de la banlieue nord, un paysage de briques, de sheds, de cheminées, de sirènes qui rythment les journées d'un bout à l'autre de la commune. Dans le quartier Pleyel, autour du boulevard Ornano, se serrent 3 usines qui se ressemblent jusque dans l'architecture de leurs ateliers. Ces vastes halles à toiture en dents de scie, ces façades de briques rouges percées de hautes verrières. La MAP, les automobiles Hotchkiss, installées là depuis 1875, et l'usine d'armes Lewis. 3 cathédrales du travail collées les unes aux autres, dans le vacarme et la fumée. Et dans ces ateliers, travaille l'une des plus fortes populations ouvrières immigrées de France. À la plaine Saint-Denis, tout près, en 1921, 86% des Espagnols recensés dans la commune vivent là. En 1936, ils sont encore 76%. À côté d'eux,
les Italiens forment l'autre grande communauté des usines de la banlieue. On ne connaît pas, aujourd'hui, le nom des ouvriers immigrés qui limèrent, tournèrent et fraisèrent les pièces de la map. Les archives se sont tues sur eux. Mais il serait faux, profondément faux, d'imaginer ces ateliers sans eux. Puis vient 1937 et un revers qui va tout changer. La MAP présente un pistolet automatique à un grand concours de l'armée française. Elle perd. Ce sont les prototypes de la SACM et de la MAS qui sont retenus. Pour la FN, c'en est trop. Elle revend la MAP à sa voisine de Saint-Denis, la firme Hotchkiss, spécialiste de l'automobile. Et la même année, un homme prend la direction de la maison. Un homme qui n'a rien d'un patron d'armurerie. Un homme qui va, en moins de 10 ans, transformer ce fabricant de canons et de machines à écrire en constructeur du moteur le plus déraisonnable de toute l'histoire de la mécanique française. Chapitre 2. L'aviateur devenu directeur. Il s'appelait Roland Larac. Il était né en 1896 et il n'était pas ingénieur, du moins pas au sens où la France entend ce mot. Car en France, l'ingénieur, le vrai, celui qui décide, sort d'une grande école. Il porte l'uniforme invisible du bureau, de la note de calcul, du diplôme et du concours. Roland Larac n'avait rien de tout cela. Il était mécanicien. Il était, plus encore, un ancien pilote d'aviation de la Grande Guerre. Un de ces hommes qui, à 20 ans, avait appris à connaître un moteur non pas dans un amphithéâtre, mais en plein ciel, là où une bielle qui casse ne se corrige pas au tableau noir, mais se paie de sa vie. Il avait écouté le battement d'un moteur d'avion dans le vent, à 1000 mètres au-dessus des lignes, avec cette attention absolue de l'homme dont l'existence dépend d'un carburateur. Un moteur, pour lui, n'était pas une équation. C'était un être vivant, avec sa respiration, ses colères, ses défaillances. Redescendu de ses avions, il avait fait ce que font les hommes de cette trempe. Il avait ouvert son propre atelier. Dès le début des années 20, à Saint-Denis, Roland Larac construisait des moteurs, des pompes, des engrenages, des injecteurs. Le vocabulaire compte ici. Un homme qui usine ses propres injecteurs est un homme qui pense en pièces, en tolérance, en jeu de quelques centièmes de millimètre. Ce n'est pas un rêveur de tableau, c'est un artisan ingénieur d'atelier, un de ces autodidactes de génie que l'industrie française du 1er XXe siècle a produit par centaines et dont elle n'a jamais tout à fait su quoi faire. Elle les admirait et se méfiait d'eux. Elle les laissait inventer, puis confiait l'argent à d'autres. Quand Hotchkiss le nomme à la tête de la MAP en 1937, Roland Larac a 41 ans et une idée qui le tient. Une idée sur le moteur. Pas n'importe quel moteur. Le diesel à piston opposé, cette architecture rare, savante, presque secrète, que seuls quelques constructeurs au monde osaient approcher. C'était le genre de défi qui pouvait occuper une vie d'homme. Et voilà le point de bascule de toute cette histoire, qu'il faut dire simplement, l'homme qui allait concevoir le moteur le plus fou de l'après-guerre français était un aviateur de 14-18, devenu, par un concours de circonstances, directeur d'une usine d'armes. Ni un financier, ni un commercial, ni un homme de bureau, un homme des mains. Mais avant l'idée, il y eut la guerre, une deuxième. Après la défaite de 1940, la France industrielle plonge dans la pénurie. Plus d'essence, ou presque. Plus de matières premières. Il faut inventer pour survivre. Sous la direction de Larac, les ateliers de Saint-Denis se mettent à produire des choses étranges et humbles. Des fours à charbon de bois qu'on baptise Carbomap, des gazogènes qu'on appelle Gazomap, ces appareils qui permettaient à un moteur de rouler en brûlant du bois, faute de pétrole. L'usine qui avait fait des canons faisait maintenant des poêles à gaz pauvres. Le génie mécanique réduit à cuire du charbon de bois pour que la France roule encore un peu. Et pourtant, c'est dans ce dénuement que germe l'avenir. Car pendant l'occupation, entre deux commandes de survie, les ateliers commencent à étudier autre chose, un tracteur agricole, le type AR3. Un tracteur pour la France d'après,
pour les champs qu'il faudrait bien remettre en culture quand tout serait fini. Laraque regarde plus loin que la guerre. Il voit déjà les campagnes de la paix, les labours, les récoltes, et la place qu'un constructeur audacieux pourrait y prendre. Le rêve est vite interrompu. À partir de décembre 1943, l'occupant contraint l'usine à reprendre des fabrications aéronautiques, pour le compte allemand cette fois. Le tracteur attend. L'idée dort dans un tiroir, à Saint-Denis, pendant que dehors la guerre s'achève dans le feu. Et puis la guerre s'achève pour de bon. Les Allemands partent, les tiroirs se rouvrent, et Roland Laraque ressort son tracteur, et, avec lui, l'idée du moteur qui va faire entrer la MAP dans la légende, avant de l'y engloutir. Chapitre 3. La France qui rêvait de tracteurs. Pour comprendre le pari de la MAP, il faut comprendre la France de 1945. Une France à genoux, mais debout. Une France qui, dans les décombres, décide de se moderniser à marche forcée, avec une énergie que l'on a peine, aujourd'hui, à imaginer. Le grand instrument de cette volonté, c'est le plan Monnet, lancé en 1946 et financé par les dollars du plan Marshall. 6 priorités absolues sont fixées pour remettre le pays sur pied. Le charbon, l'acier, l'électricité, le ciment, le transport ferroviaire et l'agriculture. Car la France de l'après-guerre est encore, pour une large part, une France de la terre, une France qui laboure derrière des chevaux et des bœufs, comme au siècle précédent. Et l'État a décidé que cela devait cesser. La formule de l'époque résume tout un projet de civilisation. Un paysan sur un tracteur ne pensera plus comme un paysan derrière un cheval. Il ne s'agissait pas seulement de labourer plus vite, il s'agissait de changer les hommes en changeant les machines, de faire entrer la paysannerie française dans le XXe siècle, qu'elle le veuille ou non. Or, les chiffres donnent le vertige de la tâche. En 1950, la France compte encore moins de 150 000 tracteurs, pour 5 millions de bêtes de trait. Un an plus tard, on dénombrera un tracteur pour 156 hectares cultivables, quand le Royaume-Uni en aligne un pour 23 hectares. La France est en retard d'un monde. Alors l'Amérique déverse ses machines. Le plan Marshall promet à la France 48 000 tracteurs. Le 19 janvier 1948, dans une cérémonie soigneusement mise en scène, le pays reçoit les 209 premiers d'entre eux en présence du ministre de l'Agriculture, Pierre Pflimlin. Des Massey Harris, des Ford, des International Harvester, des tracteurs simples, robustes, bon marché, conçus pour être vendus par dizaines de milliers à des multitudes de petites fermes. La méthode américaine en somme. La puissance modeste et la fiabilité totale, multipliées par le nombre. Un tracteur qu'un fermier peut réparer lui-même, un dimanche, avec une clé de 12. C'est dans cet immense appel d'air que la MAP se jette. Un marché neuf, une nation qui veut des tracteurs, un État qui finance. Toutes les conditions du succès semblent réunies. Le premier tracteur MAP de série sort dès 1945. Il s'appelle le MAP Latil AR3, cet AR3 rêvé pendant l'occupation. Il est mu par un moteur Latil qui tourne à l'alcool ou à l'essence, avec des versions à gazogène pour les temps de disette. C'est un tracteur honnête, correct, sans génie. Et c'est précisément là que Roland Laraque, l'homme des injecteurs, refuse de s'arrêter. Car autour de lui, la concurrence est écrasante. Renault domine le marché national de toute sa puissance. La société française de Vierzon aligne ses fameux monocylindres semi-diesel à boule chaude que tous les paysans connaissent, dont ils savent le bruit, l'odeur, les caprices. Il y a le Percheron, Vendeuvre, Sift, Champion. Et il y a une certaine Someka dont nous reparlerons. Car l'ironie de cette histoire veut que le futur bourreau de la MAP soit déjà tapi dans les coulisses, patient, adossé à un géant italien. Face à ces marques installées, à leur réseau de vente rodé, à leurs moteurs éprouvés que le moindre garage de canton savait ouvrir, un petit constructeur de Saint-Denis n'a qu'une carte à jouer. Une seule. Être différent. Radicalement, spectaculairement, dangereusement différent. Là où l'Américain propose la simplicité, Laraque va proposer la complexité. Là où le concurrent offre un moteur que tout le monde comprend, il va offrir un moteur que personne ne comprend. Ce n'est pas un choix commercial, c'est un choix d'artiste. Un choix d'homme qui croit que la supériorité technique finit toujours par l'emporter. Croyance magnifique
et souvent mortels. L'ARAC ne va pas offrir aux paysans un tracteur de plus. Il va leur offrir un moteur que nul au monde n'a jamais osé mettre dans les mains d'un agriculteur. Un moteur qui, sur le papier, est une merveille d'intelligence mécanique, et qui, dans un champ boueux du Cantal, sous la pluie, un soir de moisson, va se révéler un cauchemar. En 1947, la MAP remplace donc son honnête AR3 par un nouveau tracteur, le DR3. Sous son capot bat le cœur de toute cette histoire. Un moteur maison. Un moteur sans équivalent sur la Terre. On l'appelle, dans les papiers de l'usine, le 2H88. Chapitre 4. Le moteur impossible. Il faut maintenant ouvrir le capot. Il faut regarder ce que Roland Larac a construit, car sans cela, rien de ce qui suit n'a de sens, ni la gloire, ni la ruine. Commençons par ce qu'on croit savoir d'un moteur. Un moteur ordinaire a des cylindres. Dans chaque cylindre, un piston monte et descend. Au-dessus, une culasse ferme le tout, avec des soupapes qui laissent entrer l'air et sortir les gaz. En dessous, un vilebrequin recueille le mouvement et l'envoie aux roues. C'est l'architecture de presque tous les moteurs jamais construits par la main de l'Annicien de campagne connaissait par cœur, celle qu'il pouvait démonter les yeux fermés. Le 2H88 ne ressemble à rien de tout cela. Il a 2 cylindres, mais il a 4 pistons. Dans chaque cylindre, 2 pistons travaillent face à face, se ruant l'un vers l'autre, la combustion se produisant au centre, entre eux, dans cet espace où ils manquent de se toucher et se repoussent dans un même souffle. Il n'y a donc ni culasse, ni soupape. Rien de tout cet appareillage. L'air entre et les gaz sortent par des lumières taillées à même la paroi du cylindre, ouvertes et fermées par le simple passage des pistons, tandis qu'une soufflante de type Roots, un compresseur basse pression, balaie l'intérieur du cylindre à chaque cycle pour le vider et le remplir. C'est ce qu'on appelle un diesel 2 temps à piston opposé. Cylindré, 2500 cm3. Taux de compression, 16. Et à 1500 tours par minute, il délivre 30 chevaux à la poulie, 24 à la barre. Rien d'énorme. Le cœur d'un tracteur moyen. Sauf que nous n'avons pas encore parlé du plus fou. Dans un moteur normal, le vilebrequin est logé sous les cylindres, dans le carter, à l'abri, invisible. Chez l'ARAC, il n'est pas là. Il a été exilé. Le vilebrequin du 2H88 est monté perpendiculairement au cylindre, à l'extérieur du bloc, sur le flanc du moteur, à la vue de tous. Et pour lui transmettre le mouvement des 4 pistons, l'ARAC a imaginé un mécanisme d'une complexité proprement stupéfiante. Chaque piston pousse une première bielle, qui pousse un balancier, une lourde pièce d'acier qui oscille d'avant en arrière, lequel pousse à son tour une seconde bielle qui, enfin, entraîne le vilebrequin. Comptez avec moi. 4 pistons, 4 balanciers d'acier, 8 bielles, pas moins de 18 pièces principales en mouvement pour 2 malheureux cylindres, là où le concurrent en alignait 4 ou 5. Et ces balanciers, quand le moteur tourne, oscillent d'avant en arrière au flanc de la machine. Exactement, très exactement, comme les bielles d'attelage d'une locomotive à vapeur. Imaginez le tableau. Un tracteur dans un champ français, avec sur le côté un embiellage de locomotive qui bat l'air dans un vacarme métallique, sec, cadencé, un claquement de mitrailleuse qui roulait sur la campagne et qu'on entendait, dit-on, à 100 mètres à la ronde. On savait qu'un MAP arrivait avant même de le voir. C'était cela, le 2H88. Un moteur qui ne ressemblait à aucun autre et qui s'annonçait comme un orage. Le mettre en route, déjà, était un rite. Un diesel 2 temps de ce genre ne démarrait pas d'un simple tour de clé. Il fallait le décompresser, le lancer, le sentir venir, guetter le premier claquement, la première bouffée de fumée noire qui jaillissait sur le flanc, puis le rugissement soudain quand les 4 pistons se mettaient enfin à courir l'un vers l'autre. Ceux qui l'ont connu disent qu'on ne l'oubliait jamais, que ce bruit-là, une fois entré dans l'oreille, y restait pour la vie.
C'était un moteur qu'on n'apprivoisait pas. Tout au plus le donctait-on, un matin après l'autre. Pourquoi, au nom du ciel, se donner tant de mal? Parce que sur le papier, l'idée est brillante. Les pistons opposés s'équilibrent, les efforts se compensent, les vibrations s'annulent presque au niveau du bâti. Le deux temps donne une combustion à chaque tour, là où un moteur classique n'en donne qu'une sur deux. Le balayage forcé assure un remplissage et une vidange quasi parfait du cylindre. Additionnez tout cela et vous obtenez un moteur au rendement rare, doté d'un couple généreux à bas régime. Précisément ce qu'il faut pour arracher une charrue à une terre lourde et grasse. Sur le plan de la pure pensée mécanique, Roland Larac avait raison. Son moteur était supérieur. Il tirait plus fort, plus rond, plus longtemps. Et il n'était pas le premier à avoir approché cette idée. Le principe des pistons opposés était breveté depuis 1877. L'allemand Junkers en avait fait des moteurs d'avion, les jumeaux, avec leurs deux vilebrequins. L'américain Fairbanks Morse en équipait ses sous-marins. Le britannique d'Oxford en faisait des moteurs de navires, hauts comme des immeubles. Plus tard, le fameux Napier Deltic ferait rugir les locomotives des chemins de fer britanniques et les dragueurs de mines de la Royal Navy. Mais regardez bien, tous ces moteurs, ou presque, utilisaient deux vilebrequins. C'était la solution logique, la solution propre, celle que dictait le bon sens. Larac, lui, s'était juré de n'en utiliser qu'un seul. Un seul vilebrequin, relié au piston par ses balanciers de locomotive. C'est ce qui rend le 2H88 unique dans toute l'histoire de la motoculture mondiale. Non pas un moteur rare, un moteur seul au monde. Et voici le détail qui devrait à lui seul rendre justice à cet homme. Le seul moteur véritablement comparable au sien, le seul diesel à pistons opposés et vilebrequin unique jamais devenu célèbre, c'est un moteur anglais. Le Comer TS3, surnommé le Comer Knocker, le cogneur, à cause de son bruit. Les amateurs de mécanique du monde entier le vénèrent encore aujourd'hui, l'entretiennent, sans transmettre le culte. Or, le Comer TS3 n'apparaît qu'en 1954. La MAP, elle, avait mis le sien sur le marché dès 1946, 1947. Roland Larac, dans son atelier de Saint-Denis, avait devancé de près de 8 ans le moteur que l'Angleterre allait porter au nu. Il avait eu raison trop tôt et dans le mauvais pays. On imagine mal aujourd'hui ce que représentait la fabrication d'un tel moteur dans les halles du boulevard Ornano. Chaque balancier devait être forgé, puis usiné, puis ajusté à la main, éprouvé, remonté. Chaque axe devait tomber dans son logement au centième de millimètre près, faute de quoi tout le balai se déréglait et le moteur cognait faux. Il n'y avait pas de chaîne, pas de cadence à l'américaine. Il y avait des ajusteurs penchés sur l'établi, la lime à la main, l'œil collé au métal, qui reprenaient une pièce 10 fois jusqu'à ce qu'elle glisse juste. C'était un travail d'orfèvre appliqué à un tracteur. Un savoir-faire magnifique, patient et parfaitement inadapté au monde qui s'annonçait. Celui des dizaines de milliers d'exemplaires, des pièces interchangeables, du prix cassé. Le 2H88 était une pièce d'atelier là où le marché réclamait un produit de série. Il était trop bien fait pour être rentable. Mais le génie, ici, était un poison lent. Car ce qui est admirable sur un banc d'essai devient un supplice dans une ferme. Ces balanciers si élégants coûtaient une fortune à usiner, à ajuster, à régler. Leurs axes s'usaient, c'est là, précisément là, au niveau des axes de balancier, que le moteur trahissait les siens, forgeant peu à peu cette réputation de fragilité qui allait lui coller à la peau. Un diesel 2 temps chauffe déjà terriblement. Concentrez la combustion au centre du cylindre, entre deux pistons qui se font face, et vous concentrez la chaleur là où elle est le plus difficile à évacuer. Et surtout, il fallait synchroniser les deux pistons de chaque cylindre, l'un légèrement en avance sur l'autre pour gérer l'admission et l'échappement, et caler tout ce balai de balancier
avec une précision d'horloger suisse. Pour Roland Larac, dans son atelier, avec ses mains d'ancien aviateur, c'était possible. Naturel même. Pour un mécanicien rural habitué aux soupapes et aux boules chaudes, face à ce moteur venu d'une autre planète, c'était une torture. On raconte, chez les collectionneurs qui restaurent aujourd'hui ces machines, des pompes à injection rendues, des chemises usées et abîmées, des démarrages impossibles. L'un d'eux se souvient d'un ancien propriétaire qui avait fini par suspendre un bidon de gasoil au-dessus du moteur avec une ficelle en guise d'accélérateur pour ne plus avoir à comprendre la bête. Il y avait une dernière fragilité, la plus grave de toutes, et elle ne se voyait pas sous le capot. Elle se cachait dans les comptes. Ce moteur si complexe, si exigeant, la MAP ne savait pas l'usiner elle-même. Elle en confiait la fabrication à un sous-traitant. Nous verrons, plus loin, ce que cela lui a coûté. Retenez seulement, pour l'instant, cette phrase, qui contient déjà toute la tragédie à venir. La MAP n'était pas capable de fabriquer, à elle seule, le moteur qui faisait toute son originalité et toute sa fierté. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes en 1948. Le 2H88 tourne, le DR3 laboure, et Roland Larac, cet homme qui ne doutait de rien, s'apprête à prouver au monde entier que son moteur impossible n'est pas seulement le plus intelligent des tracteurs, mais qu'il peut aussi être le plus rapide. Chapitre 5. 6 records du monde. Le DR3 s'était vendu comme un tracteur diesel de 30 chevaux de classe mondiale, radicalement à part par son moteur. La MAP en proposait même une version vigneron, à voie étroite, capable de se glisser entre les rangs de vignes sans les blesser. La publicité vantait la robustesse, l'originalité, la fierté d'une mécanique bien française, née dans un atelier de la banlieue rouge et supérieure à tout ce que l'étranger pouvait offrir. Il faut se représenter le boulevard Ornano en ces années-là. Le matin, la sirène. Les hommes qui franchissent le portail par centaines, casquettes et bleus de travail, dans le froid de l'hiver ou la poussière d'été. À l'intérieur, le fracas des presses, l'odeur d'huile chaude et de métal, les gerbes d'étincelles des postes de soudure, la fonte, le tour, la fraise. Des Français, des Espagnols, des Italiens, côte à côte à l'établi, se comprenant à moitié dans le vacarme et tout à fait dans le geste. C'était un monde dur, bruyant, dangereux parfois, mais un monde où l'on fabriquait quelque chose de ses mains, où le travail avait une forme, un poids, un bruit qu'on reconnaissait entre mille. La MAP n'était pas une grande maison, à l'échelle de Renault ou de sa voisine Hotchkiss, mais pour ceux qui en franchissaient le portail chaque matin, elle était tout un monde à elle seule. Nul ne sait combien de DR3 sont réellement sortis des ateliers du boulevard Ornano. Aucune archive consultée ne donne le chiffre. Les comptes se sont perdus, ou n'ont jamais existé, et ce silence même est un aveu. La MAP n'a jamais atteint l'échelle industrielle, celle qui aurait pu la sauver. Ces tracteurs étaient rares hier, ils sont recherchés aujourd'hui. Dans les fermes du Lauragais, du Cantal, de l'Ariège, il s'en trouvait un, ici et là, le MAP du grand-père. Ceux qui s'en souviennent en parlent avec une tendresse mêlée de méfiance. Un moteur, disent-ils, un peu spécial, bruyant, capricieux, que les mécaniciens du village redoutaient d'ouvrir. Un homme du Lauragais se rappelle encore son grand-père juché sur son MAP, droit sur le siège, dans le fracas de mitrailleuse. D'autres regrettent aujourd'hui de ne pas l'avoir gardé, tout en admettant, honnêtes, qu'à l'époque cela ne les intéressait pas le moins du monde. C'est peut-être cela qui rongeait Roland Larac. Son moteur était supérieur, et le monde ne le voyait pas. Le monde voyait un tracteur bruyant et compliqué, quand lui voyait un chef-d'œuvre. Alors il décida de le montrer. De le montrer d'une manière que nul ne pourrait ignorer, ni contester, ni oublier. L'idée lui serait venue par un homme du monde de la course, Fernand Lacour, spécialiste des Delahaye, préparateur des voitures engagées dans les grandes épreuves, séduit par le diesel de Saint-Denis et par l'homme qui l'avait conçu. Puisque le monde ne croyait pas à ce moteur, on allait le lancer sur une piste et lui faire battre des records. Pas des records de tracteurs, des records d'automobiles.
de vrais automobiles de vitesse. On partit d'un châssis de grande voiture, une base Delahaye, disent la plupart des sources, même si certaines évoquent une origine Delage. Et sous le long capot, on n'installa plus le 2H88 du tracteur, mais son grand frère. La même architecture folle à piston opposé et balancier, portée cette fois à 4 cylindres, près de 5 litres de cylindrée, suralimenté, développant environ 125 chevaux. Le moteur du paysan, métamorphosé en moteur de course. Les mêmes balanciers d'acier, mais lancés à des régimes que nul champ n'aurait jamais exigés. Songez un instant à l'audace de l'entreprise. Une petite maison de Saint-Denis, qui peinait déjà à payer l'usinage de ses propres tracteurs, décidait de construire une voiture de course diesel pour aller défier les chronomètres du monde entier. Sur le plan comptable, c'était une déraison. Sur le plan de la communication, c'était le geste le plus rusé qui soit. Car dans ces années-là, la vitesse était la vitrine suprême du progrès. La preuve par le chrono qu'une mécanique tenait ses promesses. En battant des records, la MAP ne cherchait pas à vendre des records. Elle cherchait à vendre la confiance. Elle voulait dire aux paysans méfiants, aux concessionnaires hésitants, « Regardez donc, ce moteur bizarre que vous n'osez pas acheter vient de rouler des heures durant à une vitesse folle. S'il peut faire cela, il peut bien tirer votre charrue jusqu'à la fin des temps. » Le 5 février 1949, sur l'anneau de vitesse de Montlhéry, dans le froid de l'hiver, Fernand Lacour prit le volant. Ce qui suivit tient de l'invraisemblable. La voiture, poussée par ce moteur né d'un tracteur, s'élança à plus de 178 km/h. Puis plus vite encore. Sur les 100 miles, elle frôla les 183 km/h. Et quand la journée s'acheva, la MAP avait battu 6 records du monde dans la catégorie diesel. 6. Puis, comme pour enfoncer le clou dans l'incrédulité générale, la voiture tourna 12 heures d'affilée à la moyenne de 175 km/h. Tour après tour, heure après heure, sans faiblir, sans casser. Ce que cela signifie mérite d'être pesé lentement. Un moteur dérivé d'un tracteur de 30 chevaux, l'engin le plus lent et le plus laborieux qui soit, venait, une fois porté à 4 cylindres, de rouler à plus de 180 km/h et de détenir 6 records mondiaux de vitesse. Le même sang mécanique coulait dans le tracteur des champs et dans la voiture des records. Le paysan et le pilote, le même moteur. C'était le triomphe de Roland Larac. La preuve éclatante, publique, chronométrée, gravée dans les tabelles officielles, que son architecture folle valait tout ce qu'il avait toujours dit, et davantage. Nous sommes à l'apogée, le point le plus haut de toute l'histoire. Regardez la maison, en cet hiver de 1948 et 1949. Elle a un moteur breveté, original, que nul concurrent ne peut copier. Elle revendique, les sources ici sont moins sûres, et l'honnêteté commande de le dire, un titre de champion du monde de traction. Elle vient d'inscrire 6 records mondiaux à son palmarès. La presse s'en empare, célèbre le diesel français qui roule plus vite que les moteurs à essence. Le marché agricole s'ouvre à perte de vue sous les dollars du plan Marshall. Et sur tout cela, plane la fierté d'une France qui se relève, qui invente, qui prouve que le génie mécanique national n'est pas mort dans les ruines de la guerre. Roland Larac, l'aviateur devenu directeur, l'artisan devenu recordman, est au sommet de tout ce qu'un homme peut atteindre. Mais cet apogée est un mirage. Et c'est ici que la lumière commence à changer. Car derrière les records, derrière les brochures glacées, derrière les moyennes horaires arrachées à Montlhéry, la trésorerie de la MAP est déjà exsangue. Il n'y a pas de contrat d'État qui pleuve. Pas de subvention salvatrice. Pas de commande massive venue récompenser l'exploit. L'entreprise qui bat des records de vitesse est, dans le même moment, une entreprise qui n'arrive plus à payer ses factures. L'argent dépensé pour aller vite était de l'argent qu'elle n'avait plus. Le triomphe et la ruine avaient exactement la même date. Sur le sommet, en ce début de 1949, tout paraissait encore possible. Personne, à l'intérieur des murs du boulevard Ornano, n'entendait le bruit que faisait, tout autour, le monde en train de se refermer. Le claquement des balanciers couvrait tout. Mais le compte à rebours, lui, avait déjà commencé.
Chapitre 6. Les nuages sur le sommet. Il y a, dans toute cette histoire, une date qui ne fait aucun bruit et qui explique pourtant tout. 1948. La même année que les records. La même année que la gloire. Car pendant que la voiture de Fernand Lacour s'apprêtait à faire trembler les chronomètres de Montlhéry, une procédure discrète s'ouvrait dans les bureaux de la MAP. Un litige. Un différend d'argent. Il opposait la manufacture d'armes de Paris à la SNECMA, la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation. Et il portait sur une chose simple et terrible, l'usinage des moteurs. Ce différend fut, en 1948, soumis à un arbitrage. Nous y reviendrons en détail, car il est le nœud coulant de toute l'affaire. Mais retenez déjà ceci. Au moment même où la MAP célébrait son triomphe mécanique, elle se déchirait avec l'entreprise qui fabriquait à sa place le moteur de ce triomphe. Le sommet était réel, le vide en dessous l'était tout autant. Il faut comprendre le piège dans lequel Roland Larac s'était enfermé. Un piège qu'il avait construit lui-même, pièce à pièce, avec la meilleure foi du monde. Son moteur était supérieur, nul ne le contestait. Mais il était cher. Terriblement cher à fabriquer, à cause de cet embiellage d'orfèvre, de ses balanciers ajustés à la lime. Il était rare, produit en petit nombre dans un atelier qui ne connaissait pas la cadence. Et il arrivait sur un marché qui, précisément, ne voulait plus rien payer cher. Regardez ce marché et mesurez ce qu'il exigeait. Le marché français du tracteur, dans ces années-là, était en pleine explosion. On mécanisait à marche forcée et la demande montait d'année en année pour culminer, en 1957, à plus de 100 000 tracteurs vendus en 12 mois. 100 000. Voilà l'échelle du jeu. Voilà le volume qu'il fallait viser pour amortir des machines, financer un réseau, tenir un prix. Et sur ce terrain de géants, les adversaires étaient redoutables. Renault, d'abord, qui inondait la France de sa force industrielle. La société française de Vierzon, avec ses monocylindres semi-diesel à boule chaude que tous les paysans connaissaient par cœur. Le Percheron, Vendeuvre, la future Someka. Et par-dessus tout cela, les dollars du plan Marshall qui déversaient par milliers des tracteurs américains, simples, robustes, bon marché, taillés pour la vente de masse. Face à cette lame de fond, la MAP ne pesait presque rien. Un artisan génial, sans réseau de distribution digne de ce nom, sans budget de publicité comparable, sans réserve financière, qui proposait un diesel à balancier de locomotive, hors de prix, que personne dans les campagnes ne savait entretenir. Le paysan de 1948 ne cherchait pas le moteur le plus intelligent du monde. Il cherchait le moins cher, le plus simple, celui que le garagiste du canton réparerait sans jurer un dimanche de moisson. C'était magnifique ce que faisait Larac. C'était condamné. Et le plus cruel, c'est que la simplicité, sur ce marché, était une vertu supérieure au génie. Prenez la Société française de Vierzon. Son monocylindre semi-diesel à boule chaude était une mécanique fruste, presque primitive, qu'il fallait préchauffer avant de la lancer à grands coups de volant d'inertie. Rien à voir avec l'élégance savante du 2H88. Et pourtant, le Vierzon se vendait, se réparait, se transmettait de père en fils. Parce qu'un paysan pouvait le comprendre, l'ouvrir, le remettre en marche tout seul, un soir, dans sa cour, à la lueur d'une lampe. La boule chaude était rustique et increvable. Le balancier était brillant et fragile. Le marché, lui, avait déjà tranché entre les deux, et il n'avait pas choisi le génie. À cette faiblesse commerciale s'en ajoutait une autre, plus sournoise encore. La MAP n'avait pas de réseau. Renault possédait ses concessionnaires dans chaque département, ses magasins de pièces, ses mécaniciens formés à sa mécanique. La MAP, elle, vendait au coup par coup, sans maillage, sans pièces détachées disponibles à 3 cantons de distance. Or, un tracteur qui tombe en panne loin de tout dépôt de pièces est un tracteur mort dans un champ. Et le 2H88, nous l'avons vu, tombait en panne. Chaque avarie non réparée devenait une publicité désastreuse, colportée de ferme en ferme, de foire en foire. La réputation de fragilité tuait les ventes aussi sûrement que le prix.
Et il n'y eut personne pour renverser la table. Pas de contrat d'État providentiel. Pas de grande commande militaire venue sauver la maison. Pas de subvention massive du plan Monet fléché vers Saint-Denis. La MAP avait le génie et pas les reins. Elle avait des records du monde et pas de trésorerie. Dans les mois qui suivirent l'exploit de Montlhéry, la maison qui roulait le plus vite du monde en catégorie diesel se retrouva incapable de payer ses factures les plus vitales. Et les records, dans tout cela, n'avaient rien changé. Ils avaient fait grand bruit dans la presse spécialisée, flatté l'orgueil national, empli d'aise l'atelier de Saint-Denis. Mais ils n'avaient pas vendu un seul tracteur de plus. Le paysan du Lauragais ne lisait pas les comptes rendus de Montlhéry. Il écoutait son voisin, qui lui disait que le MAP du hameau d'à côté était encore en panne. La gloire sportive et la vente agricole appartenaient à deux mondes qui ne se parlaient pas. Roland Larac, en cherchant à convaincre le monde entier de la supériorité de son moteur, s'était adressé à tout le monde, sauf à ses clients. Il avait remporté une bataille d'estime et perdait, dans le même temps, la guerre du marché. Et chaque franc dépensé pour aller vite à Montlhéry était un franc de moins pour bâtir le réseau, baisser le prix, fiabiliser la mécanique. Pour faire, en somme, le travail ingrat et vital qui, seul, aurait pu sauver la maison. Les nuages sur le sommet étaient déjà là. Il ne restait plus qu'à attendre l'orage. Il ne se fit pas attendre. Chapitre 7. Les décisions fatales. Pour comprendre comment meurt une entreprise, il faut regarder les décisions, une par une, et nommer ceux qui les ont prises. Car une faillite n'est jamais un accident du destin. C'est une suite de choix dont chacun paraissait raisonnable au moment où on le faisait. La première décision fatale porte un nom, et c'est celui de Roland Larac lui-même, le choix du moteur. Ce diesel à piston opposé et balancier, cette merveille, était un moteur impossible à industrialiser. Impossible à produire en grande série, impossible à vendre bon marché, impossible à faire entretenir par un mécanicien ordinaire. Il faut imaginer l'autre route, celle que Larac n'a pas prise. Il aurait pu, comme tout le monde, coiffer son tracteur d'un honnête diesel classique, avec une culasse, des soupapes, un vilebrequin bien sagement logé sous les cylindres. Un moteur banal, réparable partout, vendable à bon prix. La MAP aurait peut-être vécu. Mais Larac était incapable de faire banal. L'homme qui avait écouté battre les moteurs dans le ciel de la Grande Guerre ne pouvait se résoudre à construire du médiocre. Il a choisi le chef-d'œuvre contre la survie. Son brio d'ingénieur s'est retourné contre son entreprise. Le talent qui faisait toute l'originalité de la MAP était exactement ce qui la rendait invendable. C'est la tragédie la plus pure qui soit. Cet homme n'a pas échoué par manque d'idées. Il a échoué par excès de génie. Et cette supériorité invendable se payait, jour après jour, dans les champs. Car le moteur qui émerveillait sur le banc d'essai décevait sur le terrain. Les axes de balancier s'usaient plus vite qu'ils n'auraient dû. La synchronisation délicate se déréglait à l'usage. Le refroidissement d'un deux temps à combustion centrale tenait du numéro d'équilibriste sous le soleil d'août. Un mécanicien de village, habitué aux soupapes et aux boules chaudes, ouvrait le capot d'un MAP, contemplait cet embiellage de locomotive et refermait aussitôt. Cette mécanique-là ne parlait pas sa langue, et il ne se risquait pas à la contrarier. Chaque tracteur récalcitrant fabriquait, dans son canton, une petite légende noire, colportée de comptoir en comptoir. Et sur un marché où le bouche à oreille faisait la loi, cette légende-là valait condamnation. Le génie de Larac ne mourait pas seulement dans les livres de comptes de la maison. Il mourait aussi, lentement, sûrement, dans la méfiance des hommes mêmes qui auraient dû l'acheter. La deuxième décision fatale est plus obscure, et plus accablante encore. Elle contient une ironie que l'on a peine à croire. Souvenez-vous de ce qu'était la MAP à sa naissance, en 1915. Une maison qui, entre autres, fabriquait des machines-outils, des machines à fraiser, pour équiper d'autres usines françaises et remplacer l'outillage allemand. Une maison dont le métier même était d'usiner le métal avec précision. Or, 30 ans plus tard, cette même maison était devenue incapable d'usiner son propre moteur. La complexité du 2H88, ses balanciers, ses axes au centième de millimètre,
ses tolérances d'horloger, dépassaient ce que l'atelier du boulevard Ornano pouvait produire en série. Alors la MAP confia l'usinage de ses moteurs à un sous-traitant, la SNECMA, le grand spécialiste national du moteur d'aviation. La SNECMA n'était pas n'importe qui. Née à la libération de la nationalisation des usines Gnome et Rhône, elle était le fleuron de l'aviation motrice française, la maison à qui l'État confiait les moteurs de ses avions. Faire usiner ses pièces par une telle entreprise, c'était s'offrir la meilleure précision du pays. Mais c'était aussi se placer dans une dépendance totale, à un prix qui n'avait rien de celui d'un tracteur. Chaque balancier, chaque axe, chaque tolérance d'horloger que réclamait le 2H88 coûtait le tarif de l'excellence aéronautique. La MAP payait des prix d'avion pour un moteur de charrue. Et elle vendait ce moteur de charrue à un marché qui ne voulait payer que des prix de charrue. L'équation, posée ainsi, ne pouvait qu'exploser. Les factures s'accumulèrent, les paiements traînèrent. Et de ce décalage entre le coût aristocratique de la fabrication et le prix populaire de la vente, naquit le différend qui allait, plus que tout le reste, précipiter la fin. Qu'on mesure bien ce que cela signifie. L'entreprise dont toute l'identité, toute la fierté, toute la publicité reposait sur un moteur unique au monde, était incapable de fabriquer elle-même ce moteur. Elle dépendait entièrement d'un autre. Et cet autre, elle ne parvenait pas à le payer. De là le litige, de là l'arbitrage de 1948. Des années plus tard, bien après la mort de la maison, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 1966, reviendrait sur les malheurs de la MAP et placerait ce conflit avec la SNECMA au cœur même de ses difficultés. La maison qui avait jadis fabriqué des machines pour équiper les usines des autres ne savait plus, ni ne pouvait plus, fabriquer la sienne. Une entreprise qui ne maîtrise pas son organe vital et qui ne peut pas régler celui qui le fabrique à sa place est une entreprise déjà morte. Elle l'ignore encore, voilà tout. La troisième décision fatale n'est celle d'aucun ingénieur. Elle est celle des actionnaires. Derrière la MAP, dans l'orbite de Hotchkiss, il y avait un actionnaire principal, une société qu'on appelait l'Auxiliaire Industrie. Ces gens-là avaient un choix à faire, et un seul qui comptait vraiment. Doter la MAP des capitaux nécessaires pour affronter la guerre. De l'argent pour bâtir un réseau de concessionnaires, de l'argent pour la publicité, de l'argent pour industrialiser le moteur, pour former des mécaniciens, pour tenir jusqu'à ce que les volumes arrivent. De l'argent, surtout, pour absorber le choc du différend avec la SNECMA sans y laisser la vie. Ils ne l'ont pas fait. Un tracteur exotique et déficitaire, sur un marché déjà encombré, n'était pas une cause pour laquelle on ouvrait grand la bourse. La MAP resta ce qu'elle avait toujours été, un artisan lancé dans une guerre de géants, avec un lance-pierre et un chef-d'œuvre. Et lorsque viendrait l'heure des comptes, lorsqu'un concordat exigerait une augmentation de capital pour sauver la maison, il n'y aurait, dans cette orbite-là, personne pour poser l'argent sur la table. Sauver la MAP aurait pourtant été concevable, en théorie. Il aurait fallu investir massivement, construire l'outillage nécessaire pour usiner les moteurs à Saint-Denis plutôt qu'à Prix d'Or chez la SNECMA. Monter un réseau de vente et de pièces détachées. Simplifier peut-être le moteur, l'assagir, le rendre réparable au village. Absorber les pertes, année après année, le temps que les volumes montent et que les coûts s'effondrent. En un mot, il aurait fallu traiter la MAP comme un industriel du tracteur, et non comme un atelier d'artiste. Cela coûtait cher, très cher, et cela demandait une foi que les actionnaires n'avaient pas. Pour l'Auxiliaire Industrie, la MAP n'était pas une cause. C'était une ligne dans un bilan, une ligne qui saignait. On ne recapitalise pas une passion. On la laisse s'éteindre et l'on passe à autre chose. Le génie de la RAC n'a pas été trahi par un ennemi acharné. Il a été abandonné par l'indifférence tranquille de ceux qui tenaient les cordons de la bourse. On pourrait croire à ce stade que la malchance seule, ou quelques médiocrités bien françaises, expliquent tout. Ce serait trop simple. Regardez ce qu'il advint ailleurs de cette famille de moteurs. Même le célèbre Comer britannique, ce cousin admiré du 2H88, mieux financé, adossé à un grand groupe, ne s'imposa jamais durablement et finit, lui aussi, par disparaître. Le diesel à piston opposé et vilebrequin unique, quelle que fût sa splendeur mécanique,
s'est révélée une impasse commerciale partout où on l'a tenté. Trop complexe, trop cher, trop délicat pour un monde qui réclamait de la simplicité robuste. L'Arak n'a donc pas échoué parce qu'il était français ou parce qu'il était seul. Il a échoué parce qu'il avait raison sur le plan de l'art et tort sur le plan de l'époque. Il avait conçu un moteur pour des ingénieurs, dans un monde qui voulait des moteurs pour des paysans. 3 décisions. Un moteur trop beau pour être fabriqué, une entreprise incapable de fabriquer ce qu'elle vendait, des actionnaires qui n'ont pas voulu payer pour la sauver. Chacune de ces décisions, prises isolément, aurait pu être surmontée. Ensemble, elles formaient une condamnation sans appel. Et pourtant, au bord même du gouffre, Roland Larac allait prendre une dernière décision, la plus folle de toutes, la plus belle aussi. Il allait dépenser l'argent qu'il n'avait plus pour aller courir les 24 heures du Mans. Chapitre 8. La chicane du Mans. Reprenons le fil du temps, car la chronologie, ici, est d'une cruauté saisissante. Le 10 février 1950, la MAP est placée en liquidation judiciaire, faute de pouvoir rembourser un prêt. Le 2 juin 1950, sa faillite est officiellement prononcée. La maison est morte, sur le papier, aux yeux de la loi. Et le 24 juin 1950, 22 jours seulement après la faillite, une voiture de course siglée MAP se présente sur la ligne de départ des 24 heures du Mans. D'où venait cette folie ? Elle venait, en partie, d'un exemple. L'année précédente, en 1949, 2 frères, Jean et Jacques Delettrey, avaient engagé au Mans la toute première voiture diesel de l'histoire de l'épreuve. L'idée d'un diesel lancé dans la plus grande course d'endurance du monde n'était donc plus tout à fait impensable. Et Roland Larac, avec ses 6 records de Montlhéry en poche, se dit sans doute que là où les Delettrey avaient ouvert la porte, la MAP pouvait entrer en triomphe. Faute de moyens, on reprit la voiture des records. On renforça le châssis, on remania entièrement la carrosserie pour en faire un curieux engin biplace, une sorte de tank trapu. Le moteur diesel de 5 litres, suralimenté, avec ses 125 chevaux et ses balanciers d'acier, fut placé au centre de la voiture, derrière les pilotes. Et par ce simple choix technique, dicté par la nécessité bien plus que par le calcul, la MAP inscrivit sans le savoir son nom dans la légende de l'automobile. C'était la toute première voiture à moteur central de l'histoire des 24 heures du Mans. Avant Porsche, avant Ferrari, avant tous ceux qui feraient plus tard de cette architecture la reine incontestée de la course. Une diesel construite par un fabricant de canons et de tracteurs, au bord de la faillite, avait montré le chemin que le sport automobile mondial suivrait ensuite pendant un demi-siècle. Elle portait le numéro 1. Au volant se relayaient 2 hommes, Fernand Lacour, l'homme des records, le fidèle, celui qui croyait au moteur de Saint-Denis, et une figure immense, Pierre Véron, vainqueur des 24 heures du Mans en 1939 sur Bugatti. Un champion authentique, un nom que le monde de la course respectait, prêté à une maison à l'agonie. Il y a quelque chose de poignant dans cette image. Le vainqueur d'avant-guerre, sanglé dans un tank diesel construit par une entreprise déjà morte, s'élançant sur le circuit de la Sarthe. Il faut se figurer ce qu'étaient les 24 heures du Mans en 1950. Une épreuve démente, un jour et une nuit entiers à tourner sans répit sur les routes de la Sarthe, dans le rugissement des moteurs à essence, la foule massée le long des grillages, les phares trouant l'obscurité au petit matin. C'était la plus grande vitrine du sport automobile mondial, le lieu où les grandes marques venaient prouver leur puissance et leur endurance devant la terre entière. Et au milieu de ce grand cirque de la vitesse, il y avait ce tank diesel trapu, lent, bruyant, sorti d'une usine en faillite, piloté par un champion d'avant-guerre et un préparateur fidèle. Le contraste tenait du pathétique et du sublime à la fois. Autour d'elle, les bolides passaient en trombe. Elle avançait, obstinée, dans son claquement de balancier, comme un tracteur qui aurait rêvé d'être une voiture de course. À chaque tour, elle perdait du terrain. À chaque tour, pourtant, elle prouvait qu'un diesel de tracteur pouvait tenir la distance sur le circuit le plus exigeant du monde, au moins pour quelques heures. C'était, à sa manière absurde et magnifique, une forme de courage mécanique. La course, elle, fut sans pitié. La MAP était lente. Si lente que sur la piste, elle faisait figure de chicane mobile, un obstacle roulant que les bolides devaient contourner, un intrus laborieux au milieu du ballet des voitures de sport.
Elle tint 6 ou 7 heures dans la nuit de la Sarthe, ses balanciers battant l'air à 175 km/h au mieux. Loin, très loin des vitesses de tête. Puis elle s'arrêta. Au 39e tour, elle abandonna. Les sources divergent sur la cause exacte. Une fuite au radiateur et la surchauffe pour les unes, la casse de la pompe à injection pour les autres. Peu importe au fond. Le moteur qui devait prouver sa fiabilité au monde entier venait de rendre l'âme en public, sous les projecteurs, devant la presse rassemblée. Ce fut la première et la dernière apparition de la MAP au Mans. Le pari de communication le plus audacieux de son histoire s'était retourné en démonstration publique de sa faiblesse. On avait voulu montrer que le moteur tenait. On avait montré, devant le monde entier, qu'il cassait. Il y avait pourtant, dans cet échec, une grandeur que le classement ne dira jamais. La MAP n'avait pas les moyens d'être là. Elle n'avait ni l'argent, ni la fiabilité, ni la vitesse pour rivaliser avec les grandes écuries. Et elle y était allée quand même, portée par la conviction têtue d'un homme persuadé que son moteur méritait le plus grand théâtre du monde. Le 39e tour a sonné le glas de cette conviction. Mais il faut se souvenir que, pendant quelques heures de cette nuit de juin, un moteur de tracteur français, conçu dans un atelier de Saint-Denis par un ancien pilote de la Grande Guerre, a couru aux 24 heures du Mans avec un vainqueur de l'épreuve à son volant. Peu d'entreprises déjà mortes peuvent en dire autant. Roland Larac avait dépensé, pour aller vite une dernière fois, un argent que son entreprise n'avait plus depuis des mois. Il ne restait plus, désormais, qu'à solder ce qu'il en subsistait. Chapitre 9. L'effondrement. Ce qui suivit ne fut pas un drame bruyant. Ce fut une lente extinction administrative. Une mort par procédure, par acte, par signature. La liquidation avait été prononcée en février. La faillite, en juin. Il fallut ensuite plus d'1 an pour organiser la fin, dans la grisaille des greffes et des cabinets d'avocats. Le 24 juillet 1951, la MAP obtint un concordat. Cet arrangement qui devait lui permettre de survivre en apurant ses dettes, en négociant avec ses créanciers un sursis, une seconde chance. Mais le concordat avait un prix, et ce prix était clair. Une augmentation de capital. De l'argent frais. Beaucoup d'argent. Précisément ce que la maison n'avait jamais eu, et ce que ses actionnaires avaient toujours refusé de lui donner. Un concordat, dans le langage froid du droit d'alors, c'est un pardon conditionnel. Les créanciers acceptent de renoncer à une part de ce qu'on leur doit, en échange de la promesse d'être payés du reste, et l'entreprise obtient un sursis pour se refaire une santé. Mais un sursis n'est pas une résurrection. Il faut, pour en profiter, de l'argent neuf, un capitaine, un projet. La MAP n'avait plus rien de tout cela. Elle avait un moteur génial et invendable, un directeur admirable et ruiné, des actionnaires qui ne voulaient plus payer, et une dette envers la SNECMA qui pesait sur elle comme une pierre tombale. Le concordat lui en trouverait une porte de sortie. Encore fallait-il quelqu'un pour la franchir, et quelqu'un pour en payer le passage. Ce quelqu'un ne viendrait pas de Saint-Denis, il viendrait de Turin. La quasi-totalité des actions de la MAP était entre les mains de l'Auxiliaire Industrie. Le 7 août 1951, ces actions furent cédées à des acheteurs, représentés par un homme dont le nom a traversé les archives, un certain Sulitzer. On ne sait presque rien de cet homme, ni de ceux qu'il représentait. Ils apparaissent dans les archives le temps d'une signature, puis s'effacent. C'étaient des repreneurs, des hommes d'affaires venus tenter leur chance sur une carcasse encore chaude. Séduits peut-être par le prestige des records, par l'idée qu'il y avait, dans cette maison déchue, un trésor à récupérer. Ils ont vite déchanté. Le trésor était un gouffre. Le moteur qui avait fait la gloire de la MAP était aussi ce qui la rendait impossible à sauver à bon compte. Il fallait, pour la relever, bien plus qu'un coup d'audace. Il fallait la puissance patiente d'un géant. Et les géants, eux, n'achètent pas les rêves. Ils achètent des parts de marché. Mais ces nouveaux venus ne purent pas, eux non plus, faire face à l'augmentation de capital qu'exigeait le concordat. La maison brûlait plus vite qu'on ne pouvait la refinancer. Chaque repreneur découvrait, en soulevant le capot des comptes, le même gouffre. Il faut imaginer ces mois-là. Une maison de 35 ans d'histoire, née d'une guerre, qui avait fait des canons, des machines à écrire, des motos,
des tracteurs et 6 records du monde, réduite à un dossier qui passe de bureau en bureau. Des experts qui évaluent des stocks, des créanciers qui réclament leur dû, des avocats qui négocient des pourcentages. Et, quelque part au milieu de tout cela, un moteur unique au monde qui ne vaut plus, aux yeux des comptables, que le prix de sa ferraille. Roland Larac assistait à cela, lui qui avait tenu le manche d'un avion de chasse et le volant d'une voiture de record. Il regardait sa maison se défaire, non pas dans le feu d'une bataille, mais dans la lenteur froide des procédures collectives, où tout se compte et où rien ne se comprend. Il n'y a pas de gloire dans une liquidation. Il n'y a pas de dernier baroud, pas de charge héroïque. Il y a des signatures, des dates, et le silence poli de ceux qui rangent les affaires d'un mort. Alors, le 11 novembre 1951, les actions changèrent de main une dernière fois. Elles passèrent à Simca. Voilà comment meurt, dans la France de la reconstruction, une entreprise qui détenait 6 records du monde. Pas dans un fracas, pas dans une révolte ouvrière devant les grilles. Dans une succession de dates, d'actes notariés, de cessions d'actions entre des mains qui n'avaient jamais tenu une lime, ni entendu le claquement d'un balancier. 35 ans d'ingéniosité, de fierté et de vacarme mécanique s'achevaient là. Non pas dans un fracas de forge, mais dans le murmure feutré d'une étude de notaire, sur du papier timbré que plus personne ne relirait jamais. Et il faut ici dire une chose que le récit ordinaire de la ruine industrielle ne prépare pas à entendre. Les portes de l'usine du boulevard Ornano ne se sont pas refermées sur le silence. Les machines ne se sont pas tues. Le vestiaire ne s'est pas vidé pour toujours. Car ce qui mourait, à Saint-Denis, ce n'était pas l'atelier, c'était l'entreprise et son moteur. Le site, lui, allait continuer de vivre, de tourner, de produire des tracteurs sous un nouveau maître. On ne retrouve d'ailleurs, dans les archives consultées, aucune trace d'un grand conflit social propre à la chute de la MAP. Aucune grève désespérée. Aucun cortège devant la mairie de la Ville Rouge. Le sort des ouvriers, des Français, des Espagnols, des Italiens de la plaine qui usinaient et ajustaient là depuis des années, s'est vraisemblablement fondu dans la continuité de l'activité. Les hommes sont restés. Le vacarme est resté. La sirène a continué de sonner le matin. Il y a, dans cette continuité, une consolation et une cruauté mêlées. Une consolation, car les familles de la plaine n'ont pas connu le drame des grilles cadenassées, du chômage, de la ville qui se vide. Ce drame que tant d'autres cités ouvrières allaient vivre, plus tard, dans les décennies de la désindustrialisation. Une cruauté, car cette survie même a rendu la perte invisible. Personne n'a pleuré la MAP, parce que rien, en apparence, ne s'était arrêté. Le tracteur continuait de sortir des chaînes. Il portait seulement un autre nom, et cachait, sous son capot, un autre cœur. On avait remplacé l'âme de la machine sans que le corps s'en aperçoive. Et c'est ainsi que meurent, parfois, les plus belles inventions. Non pas dans un fracas dont on se souvient, mais dans un remplacement silencieux dont personne ne parle jamais. C'est le moteur qui est parti. Et c'est peut-être cela, la vraie singularité de cette faillite, ce qui la rend si étrange et si triste à la fois. D'ordinaire, dans ces histoires, l'usine meurt et dont pleurent les hommes que la fermeture jette à la rue. Ici, les hommes et les murs ont survécu. Ce qu'on a perdu, ce qu'on a laissé mourir presque sans s'en apercevoir, c'est une idée. La plus belle idée mécanique qu'un atelier français ait enfantée dans ces années-là. On a sauvé le corps et on a enterré l'âme. Chapitre 10. Simca efface le génie. Le nouveau maître de la maison s'appelait Simca. C'était la filiale française du géant italien Fiat, dirigée par un homme énergique et rusé, Henri Pigozzi, un self-made man de l'automobile, parti de la ferraille et devenu l'un des grands patrons de l'industrie française. Simca lorgnait depuis longtemps le marché du tracteur, et l'expérience agricole de sa maison mère turinoise lui donnait toutes les cartes en main. Là où la MAP avait le génie et pas les moyens, Simca avait les moyens et pas de sentiments. Le premier geste de Simca fut révélateur de tout le reste. Elle régla, d'un trait de plume,
la facture impayée de la SNECMA, cette dette même qui avait empoisonné la MAP jusqu'à la mort. Ce qui avait tué l'artisan ne représentait pour le géant qu'une ligne de règlement dans un grand livre de comptes. La différence entre vivre et mourir pour la MAP tenait dans une somme que Simca acquitta sans y penser. Puis, en 1952, Simca fonda une nouvelle entité, la Someca, la Société de mécanique de la Seine. Pendant quelques mois, pour assurer la transition commerciale et ne pas dérouter la clientèle, l'ancien tracteur DR30 de la MAP continua d'être vendu sous un nom hybride, portant les deux marques accolées, le MAP Someca DR40. Un dernier salut, une politesse de façade, le temps que le public oublie. Car très vite, la décision tomba, froide, logique, imparable. Le moteur diesel à balancier de Roland Larac, le 2H88, l'orgueil de la maison, le moteur unique au monde, le recordman de Montlhéry, la première voiture à moteur central du Mans, fut purement et simplement abandonné. Simca le remplaça par un diesel tout ce qu'il y a de plus banal, un moteur OM Fiat de grande série. Et de ce mariage sans amour naquit le Someca DA50, premier vrai Someca. La marque MAP disparut des catalogues. Le moteur à piston opposé fut jeté à la ferraille de l'histoire industrielle, sans cérémonie, sans regret. Il avait fallu moins d'un an au nouveau propriétaire pour effacer ce qui avait été toute l'identité de la MAP. Et le plus dur à entendre dans cette affaire, c'est qu'il n'avait pas tort. Le moteur banal était fiable, réparable, rentable. Il démarrait au quart de tour, il se réparait au village, il se vendait par milliers. Il était tout ce que le génie de Larac n'avait jamais su être. Ceux qui ont enterré le chef-d'œuvre avaient raison. C'est peut-être la vérité la plus amère de toute cette histoire. Et l'ironie, elle, fut totale. La Someca, née des cendres de la MAP, avec son diesel sans génie et sans record, connut un immense succès. Ces tracteurs se vendirent par dizaines de milliers dans les années 50 et 60. La marque prospéra, s'intégra à l'empire industriel de Simca et vécut jusqu'en 1986, avant d'être absorbée par Fiat Agri. L'usine de Saint-Denis, elle, survécut longtemps, prospère et affairée. Elle avait tout gardé, les murs, les hommes, les machines, la production, la réussite commerciale. Tout. Sauf l'invention qui, un instant, l'avait rendue unique au monde. Chapitre 11. Ce qu'il reste. Roland Larac, lui, ne disparut pas avec sa maison. L'homme des mains ne savait pas s'arrêter. Il continua de concevoir des moteurs, puis exploita ses propres créations sous sa propre raison sociale, à Saint-Denis toujours, jusqu'à sa mort, en 1963. Il aura donc survécu 13 ans à la ruine de l'entreprise qu'il avait menée au sommet. 13 ans à voir tourner, sur le site même de son triomphe, des tracteurs équipés d'un moteur ordinaire à la place du sien. On ignore ce qu'il en pensait. Les hommes de cette trempe parlent peu, et l'orgueil des grands artisans ne se confie pas volontiers. Allez aujourd'hui au bout du boulevard Ornano, dans ce quartier Pleyel où se serraient jadis la MAP, les automobiles Hotchkiss et l'usine d'armes Lewis. Vous n'y trouverez presque plus rien de tout cela. L'immense emprise de Hotchkiss a laissé la place à un centre d'affaires, à la tour Pleyel, dressée entre 1969 et 1973, et à une gare, la gare de Saint-Denis-Pleyel, devenue l'un des grands nœuds du Grand Paris Express. À 2 pas, le village olympique de 2024 a poussé sur d'anciennes terres industrielles. Là où l'on usinait des canons, des machines à écrire et des moteurs à balancier, passent désormais des rames de banlieue et des cadres en costume qui ignorent tout de ce qui vibrait, cognait et rugissait ici. L'usine d'armes Lewis, la voisine, aura été le dernier témoin de briques de ce monde-là, avant sa démolition. Le moteur, lui, survit. À peine. Ailleurs. Il survit dans quelques fermes, entre les mains de collectionneurs obstinés. Un DR3 restauré du côté de Pamiers, en Ariège, remonté avec patience, pièce à pièce. D'autres dans le Cantal, dans le Lauragais, jusqu'en Belgique. Des annonces qui reparaissent, de loin en loin, sur les sites de vieux matériel agricole.
Un engin à moteur MAP remis à neuf et présenté fièrement à un comice de village. Et, sur Internet, des vidéos où l'on voit un vieux passionné lancer la bête, décompresser, guetter la première fumée noire, puis savourer ce claquement de mitrailleuse qui, une fois entendu, ne s'oublie plus jamais. Aucun grand musée public, à notre connaissance, ne conserve officiellement un tracteur MAP ou un 2H88. Ce moteur qui déteint 6 records du monde ne trône dans aucune galerie nationale, sous aucune vitrine, avec aucun cartel pour expliquer aux enfants ce qu'il fut et ce qu'il osa. Il survit dans des granges, dans des ateliers d'amateurs, dans la mémoire d'initiés qui se comptent sur les doigts. Tout au plus, une petite firme a-t-elle édité une miniature du DR3 de 1948, un jouet de collection, pour se souvenir d'un géant que le grand public n'a jamais connu. Voilà ce qu'il reste, un site immense où plus rien ne dit ce qui s'y est inventé. Quelques machines rescapées qui claquent encore, ça et là, pour le seul plaisir d'une poignée d'hommes. Et une idée, une seule, magnifique et impossible. 2 cylindres, 4 pistons se ruant l'un vers l'autre, un vilebrequin exilé sur le flanc du bloc et de lourds balanciers d'acier qui battaient l'air comme les bielles d'attelage d'une locomotive. La MAP n'est pas morte d'un manque d'idées, elle est morte d'un excès de génie. Elle a construit un moteur trop beau, trop savant, trop cher pour le monde paysan auquel il était destiné. Et le monde, comme toujours, a préféré ce qui marchait à ce qui était admirable. Il reste le silence au bout du boulevard Ornano, le silence des cadres pressés qui montent dans le train. Et, pour qui sait encore l'entendre, très loin, dans une grange du Cantal, au fond d'une campagne oubliée, le claquement obstiné, magnifique, incompris, d'un moteur que personne n'a jamais tout à fait mérité.